Alors, comme vous le savez, on a fait un voyage en roulotte, là, il y a quand même pas mal de temps maintenant, entre 2012 et 2015, sur la préparation, tout ça. Et comme souvent, on a des gens qui nous posent des questions, parfois j'y réponds, parfois j'oublie, je m'en excuse, pour ceux qui se reconnaîtront là. Et puis là, ça m'a eu l'idée, en fait, de me dire, peut-être qu'on va pouvoir euh, faire une réponse en vidéo, une réponse qui pourra servir à un peu plus de monde. Alors là, c'est Anouk qui a un projet que je vais pas forcément détailler là, parce qu'en fait, j'ai pas discuté réellement avec elle et je le maîtrise pas, mais elle a posé pas mal de questions, une grosse série, et ça peut être bien d'y répondre. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, je me suis listé. Depuis combien de temps faites-vous de l'attelage? Alors moi, j'entends la question plutôt depuis, enfin, est-ce qu'on faisait de l'attelage avant d'avoir démarré le voyage en roulotte, si on était... Voilà. Bon, nous, dans notre cas, non. Moi, je connaissais rien aux chevaux. Maud, elle avait fait de l'équitation plus jeune, mais on n'avait jamais fait d'attelage. Et donc, ça ne nous a pas empêché de voyager 2 ans et demi en roulotte. Euh, on s'est lancé à l'aventure et puis il y a eu les bonnes personnes au bon moment qui nous ont amené les éléments qui étaient nécessaires pour nous. Pouvez-vous déplacer la roulotte avec un véhicule lambda? Notre roulotte, on a pu la déplacer. Je me souviens, une fois, on l'a attelée à un 4x4 parce qu'on avait besoin en urgence de la déplacer. Mais techniquement, elle n'était pas faite et pas homologuée pour rouler sur route avec. Parce que ça prend ça en fait, hein, si on voudrait atteler un véhicule motorisé, une roulotte, ça prend des homologations qui sont complexes à avoir. Euh, on a fait un déplacement une fois avec derrière un tracteur. Donc c'était 40 km/h. Ça a fait un peu souffrir la structure. On a eu quelques petits bugs, mais globalement ça a été, sachant que c'était des roulottes que j'ai construit moi-même. Sinon, il y a une autre solution que j'ai vue qui était de construire une roulotte sur un châssis de caravane et de rajouter un avant-train, c'est-à-dire de la partie qui pivote, mais ça je pense qu'il y a d'autres roulotiers qui répondront mieux que moi là-dessus, mais qui permet d'enlever l'avant-train et d'atteler la roulotte directement à une attache voiture, puis après c'est le respect des poids et puis de la voiture. Comment réagissent les gens? Nous, sur le voyage, ça a toujours été extraordinaire. On a toujours eu des rencontres et des réactions assez bienveillantes, ouvertes, attractives. Par moments, c'était trop. On a dû apprendre à le gérer parce que c'est tellement exceptionnel quand on arrive dans la campagne comme ça, une roulotte, des chevaux, des enfants, une famille, des poules, des chiens, des chats. Bref, ça amène un peu d'émulsion, fait qu'il y a toujours pas mal de gens qui reviennent. Et par moments, bah, c'était aussi, ça pouvait être fatigant, mais on a appris avec le temps à gérer les espaces qui étaient publics, ouverts, les espaces municipaux et les espaces plus privés où on était dans quelqu'un un peu plus privé. Comment réagissent les chevaux face aux gens, face à la route? Mais ça, en fait, ça dépend vraiment du point de départ du cheval, comment il a été dressé. Nous, on avait des chevaux qui avaient une bonne base de formation, mais qui avaient quand même quelques difficultés aussi à l'attelage. On a appris avec eux. Mais c'était des chevaux qui étaient quand même sains et qui faisaient aussi le job qu'ils avaient à faire. C'est quelque chose qui est quand même important. Le cheval qui est vraiment à considérer, en tout cas. Nous, sur le début du projet, on n'a pas mis assez d'attention sur la première paire de juments qu'on a acheté et pour lesquels on s'est laissé escroquer. Mais finalement, c'était un mal pour un bien parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pas un moteur, en fait, les chevaux. C'est des parties prenantes du projet. C'est, euh, c'est des aides qui constituent l'équipage en fait et ça demande vraiment, en tout cas nous c'est la compréhension qu'on a eue et puis on estime qu'on a eu peu de problèmes aussi par la suite grâce à ça. C'est le fait que notre attitude c'était nos chevaux, c'est pas juste un moyen de déplacement, c'est des êtres à part entière que l'on considère dans leur individualité. As-tu des galères frayeurs? Ouais. Déjà partir, c'était la galère et c'était rempli de frayeurs. Mais à un moment donné, on le fait, on avance et puis c'est comme ça. Mais oui, oui, en fait, on peut pas penser qu'on va faire quelque chose sans qu'il se passe rien. En fait, il va se passer plein de trucs. Nous, juste avant de partir, on a imaginé des tonnes de situations.
je crois qu'il n'y en a à peu près aucune de celles qu'on a imaginées qui s'est réalisée. Et par contre, on en a vécu des inimaginables, heureusement qu'on ne pouvait pas les imaginer. Mais à chaque problème, sa solution, et puis on vit dans l'instant. Je veux dire, si on a un problème, bah, en fait, il y a tous les éléments dans l'instant pour le résoudre. Et puis, ça permet aussi d'accepter ce que la vie nous propose. La vie, qu'est-ce qu'elle propose à un moment donné? Elle propose une réflexion sur soi et sur l'instant. Lorsqu'il survient une problématique, une frayeur, une galère, on l'appelle comme on veut, c'est aussi l'instant de respirer un bon coup et de comprendre ce qui est en train de se passer aussi là. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un voyage lent, c'est un mode de déplacement lent. Bah, on peut prendre le temps de la réflexion aussi. Mais ça, c'est notre point de vue qui nous est propre. Quelle formation a été nécessaire? Là, si on parle de l'attelage, je dirais que la formation qui a été nécessaire, nous, ça a été relativement rapide. On a 2 personnes qui nous ont montré les bases, puis on s'est lancé, on a appris un peu comme on a fait 20 heures de conduite avec l'auto-école, et puis qu'à un moment, on apprend vraiment à conduire en étant sur la route. Euh, mais je dis pas que c'est un exemple à suivre, hein. Nous, il y a d'autres personnes qui ont vraiment fait de la formation de l'attelage, qui ont fait des heures et des heures d'expérience, qui ont monté leur projet pendant plusieurs années, et ça se vaut tout autant que ce qu'on a fait. Enfin, nous, on n'est pas en train de dire que, je suis pas en train de dire que, en tout cas, ce qu'on a fait, ça marche. La manière dont on l'a fait fonctionner avec qui on est profondément, et si on peut avoir du respect pour qui on est, du respect pour comment on fonctionne, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Aussi, moi j'encourage tout un chacun qui souhaite construire un projet, bah, d'écouter son cœur, d'écouter son rythme, parce que c'est son projet, c'est pas le mien. En fait, moi, mon projet, je l'ai déjà réalisé, donc j'ai pas vraiment de conseils à dire, ni à dire ah, ça va marcher, ça va pas marcher. Je l'ai pas fait. Je, je suis parti en roulotte comme d'autres roulotiers, on est parti en roulotte, mais finalement, un roulotier, une roulotte, un voyage, c'est propre à ça, quoi. Donc, est-ce que j'ai un conseil, ou est-ce que je vais pouvoir dire tu peux le faire, tu peux pas le faire, ou ce que j'ai fait c'est la meilleure version? Non, je crois pas. À quelle vitesse de déplacement ou allons-nous? Nous, c'était vraiment un voyage lent, on moyennait à 4 km heure sur la route, 4 km heure, 4 km heure et demi à peu près. Euh, et nous, on se déplaçait entre 4 et 12 km par jour. Je pense que c'est la question suivante. Où est-ce que j'ai eu? Je suis un peu perdu dans les questions. Voilà, combien de kilomètres par jour? Nous, on faisait entre 4 et 12 kilomètres par jour, ce qui faisait entre 1 et 2 heures d'attelage. Des fois, ça nous arrivait de faire un peu plus. Mais donc, tout le monde s'entendait à dire qu'on pouvait faire plus. Moi, j'entends, mais en fait, pour ma part, c'était pas une course, c'était pas un objectif. Nous, l'objectif, c'était de cheminer tranquillement. Ensuite, bah, ça c'est du temps. Nous, on a fait un voyage en famille, on avait envie de vivre aussi, donc bah, ça prenait déjà en fait toute une matinée pour l'intendance du déplacement, pour le déplacement lui-même, pour trouver un terrain et toutes les commodités après. Puis après, ça laissait une demi-journée pour faire des choses avec les enfants, avec nous-mêmes, puis tout ce qu'on a aussi à faire. Donc c'était bien suffisant. Certainement que d'autres roulotiers partageront pouvoir faire beaucoup plus, d'autres moins, j'en sais rien en fait, il n'y a pas de règle. Mais nous, en tout cas, on faisait entre 4 et 12 km par jour, et pas tous les jours. Éviter les côtes, est-ce que les côtes, c'est vraiment un problème? On va passer à la question suivante qui va amener aussi la réponse à celui-là. Quel est le poids maximum et est-ce un problème? Euh, le poids, c'est toujours un problème parce qu'en fait, on transporte nos peurs. Pour faire simple, tout voyageur qui déplace son bagage, globalement, hein, déplace en réalité ses peurs. Hein. Si je me déplace avec une roulotte, c'est que j'ai peur de ne pas avoir d'abri pour dormir. Je l'ai fait, hein, c'est pas un jugement. Mais... et donc tout ce que je vais mettre dedans, c'est autant de choses que j'ai peur de ne pas trouver à chaque instant ou de manquer à un instant X ou Y. Et ce poids-là, on doit le déplacer. Hein. Toute personne qui part faire un road trip à pied, en vélo, à sac à dos ou en roulotte, parce que même si c'est pas in fine nous qui portons le poids, notre compagnon de route, le cheval ou les chevaux, eux, le tractent en réalité. Et techniquement, il est difficile d'être insensible à ça. Et donc le poids est toujours un problème. Nous on est parti très très chargé avec une première grosse roulotte de gros débutants que nous étions et on n'a pas passé nous des années à réfléchir à notre projet. On a eu une idée, on l'a mis en œuvre, on l'a fait puis on s'est adapté.
On a construit une deuxième roulotte beaucoup plus petite, avec beaucoup moins de rangement pour avoir la chance d'avoir le moins possible de possibilités de mettre des affaires et donc d'avoir du poids. Parce que oui, lorsqu'on est sur du plat, le cheval il tracte et puis après avec l'inertie ça avance et sitôt qu'on va incliner, bah, le poids il va tirer. Et pour ça je vous encourage de faire l'expérimentation en vélo. Vous partez en vélo, vous mettez une charrette et vous charrette chargée et vous mettez sur du plat. Vous allez voir que le début c'est dur mais après avec l'inertie vous avancez bien et puis sitôt que ça va monter vous allez sentir le poids vraiment là chargé. Et donc, pour revenir à la première question, éviter les côtes, est-ce que les côtes c'est un problème? Oui, en fait, à un moment donné, si le poids est trop, le cheval il peut ne plus tirer. Si pour une raison X ou Y il s'arrête, redémarrer en côte est quelque chose de vraiment complexe. Ça nous est arrivé, et ça c'était pas le fait que du poids, mais ça y a joué aussi à un moment donné que les chevaux patinent sur la route au milieu de côte et on a dû euh, freiner, dételer les chevaux, redescendre là. C'était magique à faire, hein. C'est une expérience. Ça fait partie des galères, des frayeurs. Bah ouais, c'est partie du jeu. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Puis des fois, ça nous est arrivé de franchir des côtes avec un tracteur, hein. On détale, on estime qu'il y a une côte, on peut pas la monter, on trouve un tracteur, on la monte comme ça. Euh, donc oui, ça peut être un problème. Après, plus on a un moteur important devant et plus on a une roulotte derrière qui est légère, plus on passe partout. Ce qu'on a nous expérimenté avec notre deuxième roulotte, qui avait une paire de chevaux finalement, de deux gros percherons d'une tonne, une tonne 100 chacun, très puissante et avec une roulotte qui était finalement assez légère et roulante. Je vais insister sur une chose, il y a la légèreté et puis il y a le côté roulant, c'est deux choses différentes. On a pu expérimenter nous entre la première et la deuxième roulotte, une roulotte qui avait des pneus de véhicule gonflés, donc des petits pneus avec une surface de frottement plus importante et une absorption de choc un peu moins. Et on a fait avec des roues à bandage, des grandes roues qui faisaient 70-80 cm de diamètre, je me souviens plus exactement, peut-être même plus, à l'arrière. Très fine et donc beaucoup plus roulante et ça change pas mal de choses. C'est pas pour rien que les calèches d'avant, elles avaient des grandes roues aussi. Ça, encore une fois, c'est notre expérience personnelle et elle ne vaut que ce qu'elle vaut. On peut pas dire que c'est... Quel est le poids de l'équipement? Bah, j'ai répondu un peu en fait, hein. Il faut essayer, en tout cas nous, l'idée qu'on avait, c'était que chaque chose qu'on avait dans la roulotte était multifonction au maximum. C'est pas possible, dans notre vision en tout cas, d'avoir un élément qui ne sert qu'à une chose. Et puis ça, on l'a gardé, c'est un côté aussi minimaliste, utile. Même aujourd'hui, on n'est plus en roulotte, après, même si on a eu un bus qui était plus grand, même si après on est parti avec des véhicules motorisés, même si là, on est dans un chalet qui est plus grand. L'idée, c'est est-ce que la chose que j'ai, elle n'a qu'une seule utilité ou pas? Non, c'est plus que la roulotte, c'est un côté minimaliste. Mais oui, à chaque fois, pensez au poids, hein. Ce qui rajoute du poids à un moment donné, il va falloir le porter et c'est pas anodin. Et puis ce poids-là, c'est une lourdeur. Et même si c'est les chevaux qui tirent, cette lourdeur, c'est la nôtre en fait. Et c'est celle que l'on traîne avec nous. Donc j'aurais tendance à dire, bah, s'alléger soi, alléger son mental, alléger ses peurs, alléger tout ce qu'on a, s'ouvrir à la confiance, s'ouvrir aux autres aussi, ça amène de la légèreté. Et cette légèreté-là, elle est au sens propre comme au sens figuré, si on peut le dire. Et c'est en tout cas essentiel. Quelle longueur, largeur, max te semble voilà, maniable? Nous, on a l'expérience de deux roulottes, une assez grande qui faisait 2 mètres de large par 6 mètres 50 avec la plateforme arrière, là, 6 mètres 50, plus les chevaux devant, ce qui fait, je sais pas, de mémoire, 10-11 mètres. Même si articulé au milieu, c'est quand même quelque chose. La deuxième roulotte, elle faisait 4 mètres 50, 1 mètre 80 de large. On avait toujours les mêmes chevaux, donc on était quand même rendu peut-être 6-7 mètres. Mais donc plus étroite, avec des roues plus à l'extérieur. Enfin bon, il y a des photos de toute façon sur nos sites. Mais c'était plus roulant et c'était plus fiable, si on peut dire, plus facile. Mais là encore, chaque expérience est propre à chacun. Nous, on a fait les deux et bon, bah, on a quand même fait la première partie. On s'est quand même rendu compte par nous-mêmes que bah, on pouvait passer. C'est comme tout après, hein. Il y a la contrainte que l'on met soit en largeur, soit en longueur, amène une contrainte de notre quotidien et ben, on fait avec. Nous, après, juste pour donner un exemple, on est parti voyager dans un grand bus aménagé qui faisait 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large et 14 tonnes ou 13 tonnes, enfin bref. Les gens ils disent ah, tu peux pas passer partout. Ouais, c'est vrai, mais en fait, j'essaye pas d'aller dans les endroits où je peux pas passer. Donc finalement, je passe par tous les endroits où je peux passer, pour résumer ça. Donc ça marche aussi. Néanmoins, je dirais qu'il faut toujours repenser à l'aspect
voilà, légèreté, maniabilité pour soi. C'est est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est se poser les questions de voilà. Pour moi, pour nous, en tout cas, partir en roulotte, ça a été s'ouvrir au minimalisme aussi, à revenir à l'essentiel, quoi. Et puis au fur et à mesure du voyage, on a encore liquidé tellement de choses qui au début nous paraissaient essentielles, que soit on n'a pas utilisé, soit on a trop peu utilisé, soit on s'est rendu compte que quand on en avait besoin, ben, on les avait à droite ou à gauche. Avez-vous toujours quelqu'un à vos côtés? Oui, nous c'était un voyage en famille, donc on était toujours deux à mener, Maud qui menait 99% du temps l'attelage et moi qui faisais le groom. J'ai pas d'autre expérience donc je peux pas en parler. Je peux pas dire que c'est l'obligation de faire comme ça ou pas, ou que c'est essentiel. Je peux pas répondre vraiment à cette question-là. Nous, ça a été un voyage, on a toujours été deux, et c'était bien suffisant pour nous. Quel est le coût de l'animal à l'année? Je peux pas vraiment répondre à cette question-là. La première raison, c'est que nous, on a fait un voyage sans argent, ou quasiment, on vivait avec 80 euros par mois. Qu'on a fait un voyage lent où nos chevaux n'étaient pas ferrés, ça c'est la première chose. Mais je crois que ça vient juste un peu après, c'est la question d'après. Mais tu toujours des fers, donc nous, zéro. On n'a jamais ferré nos chevaux durant tout notre voyage. Ce qui nous a aussi amené, je fais juste un parallèle là, à ne jamais faire plus que ce que le cheval est capable de faire, à observer des temps d'arrêt systématiquement et donc à observer, je dirais, une forme d'hygiène de vie pour le cheval, c'est-à-dire que finalement on revenait dans quelque chose de quasiment artificiel, de je me déplace pour me nourrir. Ça amène plein de contraintes de ne pas avoir les chevaux ferrés, notamment sur la repousse de la corde, notamment sur la fragilité, au sens sur le fait que des fois on aurait envie de faire 10 km puis on en fait que 3, 4. Des fois il faut s'arrêter une semaine, le temps que la corne elle repousse. Là encore une fois, il n'y a pas de règle, moi je dis pas qu'il faut faire ça, je dis que l'analyse que moi j'en ai sur notre voyage, qui est la nôtre, c'est que le fait, tiens, il y a l'adage qui dit pas de pied, pas de cheval, et du coup c'est pour ça qu'on ferre. Moi je dirais pas de pied, pas de cheval, le cheval il n'avait pas besoin de nous avant de nous connaître, nous l'humain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut faire. C'est comme si moi, physiquement, je fais pour faire 20 km par jour et puis qu'en fait, on en faisait faire 50. Ça marcherait, mais peut-être pas longtemps. Et peut-être qu'il me faudrait en plus pour ça des choses spécifiques. Donc nous, on a toujours joué la prévention avec de la phytothérapie, de l'aromathérapie. C'était des petits investissements, je pense pour les vermifuges, 3-4 fois par an. Je pense qu'on devait mettre... pas 50-60 dollars 3-4 fois par an, euros pardon, euros 3-4 fois par an pour le vermifuge naturel à base d'huile essentielle. On a rarement donné de foin puisqu'on se déplaçait toujours par rapport au terrain. Les rares fois où on s'est arrêté un peu plus, là il a fallu acheter du foin, donc plus le cheval est gros, plus il va consommer de foin. Consommer, si c'est un bien grand mot. On a dû faire venir, je pense... On a mis de l'argent dans l'ostéopathe équine aussi, en prévention et un petit peu en guérison, mais ça nous est arrivé qu'une seule fois. Mais tout au long, par contre, ouais, on a peut-être mis 100 ou 200 ou 300 euros, peut-être 150 ou 200 euros par an, je sais plus exactement. Puis on a fait du troc, on a fait de l'échange, donc c'est pas toujours si linéaire que ça. Et une fois, mais ça c'était sur la fin du voyage, on a fait venir le veto pour un début de colique. Mais c'est tout. Mais après, voilà, nous on a vraiment axé, comme pour nous humains, en fait, c'était la même chose sur la prévention, le respect. Tout le monde, les gens ils disent comment tu fais quand ton cheval il est malade. J'ai toujours répondu, on fait en sorte qu'il ne le soit pas. Ça a toujours fait beaucoup rire les gens. Néanmoins, nous sur 2 ans et demi, on a une expérience vétérinaire qui est relativement faible. Après, on s'entend que c'est 2 ans et demi, c'est pas 10 ans non plus. Mais on a toujours privilégié quand même la prévention, l'observation, le repos. Et puis, avec cette histoire de pieds nus, ça nous a ramené à quelque chose de plus naturel. Quels sont pour vous les atouts majeurs, je suppose des atouts majeurs pour partir en voyage en roulotte, mais je crois que c'est l'envie, le plaisir en fait. Puis ça, c'est pas vrai que pour un voyage en roulotte. C'est à un moment donné, c'est ce que j'ai envie de faire. À un moment, c'est ce qui me met en joie. Faut le réaliser. On a rencontré trop de gens qui m'ont dit c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Mais les rêves, en fait, ils se transforment dans la matière et ils se vivent. Puis une fois qu'ils sont vécus, on les a vécus. On peut passer aussi à autre chose parce qu'on aura grandi avec tout ça.
Donc les atouts majeurs, pour moi, c'est quand même ça. Les atouts majeurs, c'est aussi d'être dans la matière, hein. Le cheval, il est connecté à la terre, il est ancré à la terre. C'est un animal qui nous ramène ici. Voilà, c'est pas juste là, c'est pas utopique. C'est à un moment donné, on est là dans la matière. C'est du quotidien. Tous les jours, on sort, tous les jours, on est dehors, quel que soit le temps. Donc, il faut avoir envie de le faire. Faut avoir envie de le faire, mais si on a envie, je crois que rien n'est impossible, hein. Nous, on a eu cette citation qui dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'était valable pour le pieds nus, non pas que personne ne l'a fait avant nous, hein, c'est que nous, on n'avait pas d'exemple de gens qui l'avaient fait. Donc on a décidé de le faire et on y allait. Et ça a marché parce que c'est ce à quoi on croyait. Et la pensée étant créatrice, on a réalisé ce à quoi on croit. C'est aussi pour cette raison que je m'abstiens de juger quels que soient les projets en disant c'est réaliste, c'est pas réalisable. J'en sais rien en fait. Nous, dans l'absolu, on a réalisé quelque chose qui ne l'était pas. Notre première roulotte, elle était absolument pas faite pour ce qu'on a fait. Et si on n'avait pas fait cette roulotte-là, on serait jamais parti et on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait et on ne serait jamais devenu qui on est aujourd'hui non plus. Donc voilà, l'atout majeur, c'est aussi de comprendre que tout est juste à chaque instant. Et ce voyage-là, il commence bien avant le premier tour de roue avec les chevaux. Et moi, personnellement, j'ai mis trop de temps à comprendre que la vie, elle avait un rythme qui lui était propre et que c'est bien de ralentir, c'est bien de respirer aussi. Quelles sont pour vous les contraintes majeures? Je l'ai dit un petit peu aussi, c'est à un moment donné, c'est une vie où on est toujours à l'extérieur, c'est une vie qui est très physique. Je sais pas, moi j'ai vu aucune contrainte tant que ça nous mettait en joie, et puis le jour où ça nous a plus mis en joie, il était temps aussi de faire autre chose. Donc à ce moment-là, les contraintes, j'aurais même pu les citer, on les a transformées en avantages sur un autre projet, donc ça marche pour nous en tout cas aussi comme ça. Mais je sais pas, si on a un rêve, si on a envie de le faire, faut le faire. Et puis, même si tous les gens autour de vous, ils disent ah bah non, c'est pas possible, machin, mais posez les questions à ceux qui l'ont fait, en fait. Et à ceux qui ont fait exactement ce que vous allez faire vous, hein, pas juste que partir en roulotte, quoi. Qu'est-ce que vous n'aviez pas anticipé? Tellement de choses. Euh, Tout, et c'est ce qui a fait la magie de tout ce qu'on a vécu, toute la première partie, d'ailleurs, pour ceux qui ont lu notre livre, où je crois que notre livre, sur 200 pages, il y a 75% du livre qui correspond à seulement les 9 premiers mois de notre voyage qui a duré 2 ans et demi. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il nous est arrivé tellement de choses, tout ce qu'on n'avait pas anticipé, mais tout ce qui nous a aussi obligés à ne plus voir les événements comme quelque chose qui nous arrête, comme quelque chose qui est difficile, comme quelque chose qui est dur, mais comme une expérience enrichissante en disant ok, comment j'ai produit cette expérience-là, comment je peux grandir avec cette expérience-là. Et à chaque fois qu'on a pris ce parti-là, qu'on a grandi, qu'on a observé ce qui s'est passé, qu'on a écouté nos chevaux attentivement, qu'on a écouté notre intuition, qu'on a écouté notre corps, qu'on a écouté notre cœur, à partir de là, la voie s'est totalement ouverte pour se refermer à un moment donné, nous aussi, où on a arrêté d'écouter ça, et puis c'est là qu'arrive, pour mon analyse, en tout cas chez nous, quelques problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas anticipé? Je peux pas expliquer trop de choses, mais heureusement, parce que nous, on est sur un projet assez court. Juste, je vais redonner un timing. Fin juin 2012, on se dit on part en roulotte en septembre. Septembre 2012, j'ai construit la roulotte. On a une première paire de chevaux. On se lance dans l'aventure en se disant on part bientôt. On a eu un bug au mois de décembre 2012. On a retrouvé une paire de chevaux, etc. On est parti en avril 2013. Donc c'est 9 mois de préparation courte où on a déjà été tout de suite dedans, donc on a quasiment rien anticipé, mais pour nous c'est une valeur, ça développe notre capacité d'adaptation et ça développe le ce qui est, puis ça développe notre confiance en la vie on a toujours chaque solution autour de nous à chaque instant. Quels conseils, astuces peux-tu partager? J'ai déjà un peu anticipé ça, justement, c'est de croire en soi, croire en ses idées, en fait, ne laisser personne remettre en cause ce qui est à cœur. Si vous avez une idée, il faut la réaliser, en fait, parce que vous l'avez pas pour rien, en fait. Puis on ne sait pas où ça mène. Moi, j'ai vu trop de gens qui disaient je sais pas si j'y arriverai, moi j'en rêve de ça, mon conjoint il veut pas. Mais je sais pas, faut se lancer avant d'y être. Il y a quand même plein d'étapes, c'est comme un grand escalier qui fait 100 marches. Et on, tu sais, ok, on vise la 100e marche, mais la réalité c'est qu'il y en a 99 avant. Et puis si on passe pas la première, on va avoir du mal à atteindre la 100e, quoi. Et puis en fait, quand on arrive à la 100e, on se rend compte que finalement l'escalier finit jamais. Et c'est un peu ça aussi l'idée à un moment, c'est de dire ok, on va y aller. Donc moi je dirais, ne laissez jamais personne vous dire que votre rêve n'est pas réalisable, de dire que ce que vous croyez n'est pas réalisable. Posez la question aux gens, as-tu déjà réalisé mon rêve? Non, alors tu peux pas m'en parler.
En fait, alors tu vas me partager toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas fait ça. Et c'est fondamental, c'est essentiel. C'est à un moment donné, tu as un rêve, va pas voir ceux qui l'ont pas fait, ceux qui l'ont fait parce qu'ils ont peur. Et c'est en ça que la démarche d'Anouk, en tout cas, est intéressante. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Puis je pense que j'en ferai d'autres si vous avez d'autres questions. Mais c'était vraiment de dire, à un moment, tu as un projet, quel qu'il soit, et je ne vais pas rentrer dans le détail du projet d'Anouk, parce qu'en réalité, il est tout aussi viable qu'il ne l'est pas. Il est tout aussi viable si c'est l'envie de le réaliser, si c'est la croyance que c'est possible, bah alors les moyens se mettront en œuvre. Et puis si ça l'est pas, bah ça l'est pas, c'est comme ça. Et puis on aura tous grandi en fait. Mais moi je suis pas là pour dire ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Juste, nous ce qu'on a voulu avec Mode à un moment c'était dire, on, on a eu l'idée de faire quelque chose, on l'a réalisé cette idée-là, ça nous a nourris en fait. Nous on est parti sans délai, sans objectif particulier, ni de lieu, ni de mouvement. À chaque fois qu'on s'en est mis ça a bugué un peu. Mais la réalité c'est que par contre, on y a mis tout notre cœur et on a essayé de réaliser. Et qu'est-ce qu'on a? Aucun regret en fait. Aucun regret. Moi, je vis plus sur les regrets de ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Toutes les idées que j'ai, je les mets en œuvre. Que ce soit réaliste, pas réaliste, j'en sais rien tant que je l'ai pas fait. Et puis souvent, quand c'est comme ça, on commence à rencontrer des gens qui l'ont fait. Donc moi, je dirais croyez en votre folie, croyez en votre idée. Si tu as cette idée-là en toi, mais il faut la réaliser. Il n'y a pas de choix. Il faut se mettre en mouvement. Il faut questionner les gens. Et puis, il faut regarder étape après étape de quoi j'ai besoin. Quelle est la première étape et pas se sentir bloqué tant qu'on n'a pas. Tant qu'on peut avancer, il faut avancer. Les gens me disent ah ouais, mais à cet endroit-là, je sais pas si je vais y arriver. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, est-ce que tu as d'autres choses à faire? Ouais, fais-les. Parce que c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve les solutions. Et puis après, s'il y a un conseil, mais qui n'est pas valable que pour le voyage en roulotte, c'est de croire que la vie elle conspire en notre faveur en fait, et que lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on a une difficulté, lorsque tout semble perdu, lorsque rien ne fonctionne, bah faut se poser la question de se dire ok, y a une raison en fait, c'est pas juste pour nous embêter, c'est pas la fatalité, ok, on a peut-être quelque chose à élargir nos horizons un petit peu. Et un exercice qu'on peut faire, c'est à un moment donné, c'est comme si on a l'habitude, si je regarde comme ça, en fait, la situation, elle est vraiment étroite, là, j'ai l'air un peu idiot comme ça, mais faites-le, en fait, chez vous aussi, vous mettez vos mains là, comme ça, puis vous regardez là un peu, puis vous voyez pas grand-chose, en fait. Et puis, à un moment donné, j'écarte encore un petit peu, tu vois, puis j'écarte encore un petit peu, puis j'écarte encore... Puis là, en fait, je vois la situation dans son ensemble. Parce ce qui se passe quand on a un problème, c'est qu'on focus sur une situation, et on n'a plus le temps de prendre du recul, de regarder un petit peu plus largement la situation. Bah voilà, en fait, moi ce que je propose en tout cas, c'est vraiment de prendre du recul, mais de jamais arrêter de croire en ses rêves, vraiment, jamais d'ailleurs. Tous ceux qui ont une vie de rêve, c'est des gens à qui on a dit à un moment donné, ça marchera jamais, tu n'y arriveras pas. Nous on a eu ça aussi, tu sais, juste ça. Les gens pendant des mois, ils nous ont dit, vous n'y arriverez pas, vous partirez pas, ça marchera jamais. Il y en a peut-être même qui ont fait des pronostics jusqu'où on ira, etc. Et, et puis un an plus tard, quand on a traversé des pays, qu'on a accumulé des kilomètres, qu'on a des expériences, qu'on a des articles sur le blog, des photos, qu'on a le smile tous les jours malgré tout, qu'on a une vie de fou en fait, une vie riche, une vie... Bah ces mêmes personnes, elles nous disent ah vous êtes des gens extraordinaires quoi. Non, on n'est pas extraordinaire, c'est juste qu'à un moment on a pris le pari de réaliser quelque chose, ce que j'encourage, ce qui m'a motivé aussi à faire cette vidéo un peu mieux. Voilà. Et dernière question auquel je répondrai, même si c'est un peu une redite, mais à votre avis, est-ce que ce projet est-il pertinent, faisable pour les animaux, etc. Donc encore une fois, et c'est volontaire, je ne rentre pas dans le détail du projet. Oui, si tu penses que c'est faisable, fais-le en fait. Et c'est pas le faire contre les animaux avec, il y a des solutions à trouver en fait. Tout est toujours faisable, c'est une question on peut pas toujours tout faire en même temps. Alors si c'est plus lourd, bah, il faut faire peut-être moins de kilomètres, peut-être faut trouver une assistance, peut-être que j'en sais rien en fait. Il y a mille et une solutions. Mais plutôt que de dire c'est pas possible, il faut essayer de trouver de quelle manière c'est réaliste, de quelle manière c'est possible ce projet-là, plutôt que de partir en disant il y a plein de gens qui n'ont pas fait ce projet-là, et en fait je ne donne pas de détails parce qu'en fait c'est un projet spécifique, puis du coup je veux répondre à tous les projets spécifiques qui regardent cette vidéo aussi là, de dire tu as un projet spécifique que les gens n'ont pas fait, que moi j'ai pas fait, est-ce que je vais te dire que c'est pas réalisable? Non, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Donc je pose cette question-là, en tout cas c'est pas que c'est pas possible, c'est que toute chose demande aussi une adaptation. Je prends un exemple, nous on voyage avec des enfants. D'accord?
c'est pas impossible, mais ça demande de prendre en compte leur rythme, leur déplacement, leur capacité, leur intégration, des temps de repos, des sécurités affectives, du temps qu'on a avec eux. Si j'étais seul, je ferais autre chose. Si on n'était que deux, je ferais autre chose. Puis si on était plus âgé avec nos enfants plus grands, on ferait encore autre chose. Mais finalement, il n'y a rien d'impossible en fait. Tout est possible, ça demande de l'adaptation. Donc, est-ce que ce projet est possible? Si tu crois que ça l'est, oui. Si tu n'y crois pas, forcément, ça ne le sera pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas là pour juger si ton projet il est réaliste ou pas. Je ne peux parler que de notre expérience qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Mais ça a juste le point de départ de dire que plein de gens nous ont dit que c'était pas possible. Notamment quand on a décidé de faire notre voyage pieds nus. Puis finalement, on l'a fait. Et ça s'est merveilleusement bien passé pour nous. Voilà ce que je peux dire pour cette vidéo qui fait 30 minutes. Et merci encore finalement ces questions. Et merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il y a d'autres questions, peut-être à un moment donné, je pourrais refaire une vidéo comme ça. C'est un peu plus simple pour moi que de répondre parfois par mail. Merci beaucoup à tous et belle journée.